Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de l'Afrique. Voici les titres. Ce journal sera essentiellement consacré à cette affaire méconnue. L'État français a signé pour crime contre l'humanité ainsi qu'une entreprise accusée d'avoir recouru au travail forcé pendant la colonisation pour construire le chemin de fer Congo-Océan. On en parlera avec notre invité. C'est le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, qui porte plainte. Le premier procès pour génocide en France touche à sa fin. Il reste une semaine d'audience dans l'affaire Pascal Simbi Kangwa. Aujourd'hui, un témoin a été entendu par visioconférence depuis Kigali. Une nouvelle illustration de la difficulté de recueillir des témoignages fiables 20 ans après les faits. Nicolas Germain était sur place. On commence donc avec ce dossier méconnu, la construction du chemin de fer Congo-Océan dans les années 20, durant la colonisation française. Une entreprise gigantesque qui a contraint des milliers de personnes, des Congolais, à travailler, exploiter, maltraiter, sans salaire. Près de 100 ans plus tard, en France, le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, porte plainte et assigne l'État et la société de construction pour crime contre l'humanité. Vous êtes le président Louis-Georges Tin de cette association, le CRAN. On va regarder tout d'abord le reportage de Jérôme Bonny, on va en débattre juste après. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée... Un chantier gigantesque, sans précédent au Congo, avec 100 000 ouvriers congolais ou amenés d'autres colonies françaises pour la construction d'une voie ferrée de 610 km reliant Brazzaville à l'océan. Mais ce qu'oublient les actualités Gaumont en 1934, c'est que cette grande œuvre coloniale a sa part d'ombre. Tous les ouvriers du chantier sont des travailleurs forcés. Les 13 années de construction de la ligne ont coûté la vie à 17 000 d'entre eux. C'est pour sortir cette hécatombe de l'oubli qu'une association vient d'assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société de construction des Batignolles, maître d'œuvre, mais aussi l'État français, pour crime contre l'humanité. Les travailleurs forcés sont tous des civils, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation. Sans salaire, sous-alimentés, ils effectuent des travaux de terrassement à la main. Au début des travaux, 57% des travailleurs forcés meurent de maladies et d'épuisement. Alors peut-on parler de crime contre l'humanité? Les tribunaux peuvent-ils juger l'histoire? Les deux historiens que nous avons rencontrés sont partagés. Je ne sais pas si les tribunaux sont les mieux armés pour le faire, parce qu'ils ont une arme qui est l'arme pénale, qui qualifie des situations comme étant constitutives de bourreaux d'un côté et de victimes de l'autre, qui donc tranche dans l'histoire, qui quelque part reconstruit l'histoire à sa manière, en créant des catégories différentes selon que l'on est du côté des bourreaux et du côté des victimes. Et je crains qu'effectivement, dans ce cas-là, il y ait une lecture simplifiée de l'histoire. On ne peut absolument pas faire table rase du passé. Les tribunaux ont ce rôle à jouer, qui est d'une certaine façon une façon de déployer la question, de la faire connaître. La procédure contre l'État a peu de chances d'aboutir, celle contre la société de construction un peu plus. Mais le but des plaignants est surtout, effectivement, de faire parler de cette page méconnue de notre histoire coloniale. Louis-Georges Tin, alors c'est celui-là, votre objectif, avant tout, faire parler de cette histoire? Non, il y a deux objectifs. Le premier, c'est la vérité, mais le second, c'est la justice. Et il faut que justice soit faite, il y a là un crime contre l'humanité, donc c'est important que cette justice soit mise en œuvre. Mais vous avez beaucoup d'espoir que cette affaire aboutisse, parce qu'on a vu que dans des cas similaires, ce n'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de moyens d'avancer, des moyens judiciaires, des moyens politiques, des négociations internationales. Non, ce n'est pas du tout une cause désespérée, bien au contraire. Alors, est-ce que, comme l'un des historiens le dit dans ce sujet, vous ne pensez pas que le fait que la justice s'empare de faits historiques comme cela, ça risque de simplifier l'histoire, de faire, comme il le dit, des victimes d'un côté, des bourreaux de l'autre? Alors, c'est mal connaître le travail des tribunaux qui examinent les circonstances. Et là, les circonstances sont très claires. Déjà à l'époque, quelqu'un comme André Gide, dans son voyage au Congo, n'avait eu de cesse de condamner le chemin de fer. La Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, avait déjà dit qu'il s'agissait d'esclavage, car le mot travaux forcés dissimule mal la réalité. Et j'irai même plus loin, il se trouve qu'en France, on croit en général que l'esclavage a été aboli en 1848. La vérité, c'est qu'il y a eu plus d'esclaves après l'abolition
qu'avant, ce qui est quand même paradoxal. Alors, au nom de qui aujourd'hui vous portez plainte? Vous avez retrouvé des descendants de ces travailleurs? Il y a des descendants, malheureusement, évidemment, les documents ne sont pas donnés, il n'y avait pas de certificat de décès. Donc notre association a dans ses statuts la défense des intérêts matériels et moraux des peuples colonisés. Nous avons donc qualité à agir. Alors vous portez plainte donc, au nom de ces victimes. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Alors, la réparation peut être déployée de plusieurs façons. On peut imaginer des indemnités pour les descendants, on peut demander qu'il y ait des écoles, des hôpitaux, des infrastructures dans tous les villages qui ont été victimes de razzias, non seulement au Congo, mais également en République centrafricaine, ou par exemple encore au Gabon, ou dans toute la région. Voilà un peu ce que nous demandons. Et quel retour vous avez pour l'instant du côté du gouvernement français, la ministre de la Justice notamment, Christiane Taubira? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes écouté sur ce dossier? Non, le gouvernement fait la sourde oreille sur ces questions. Monsieur Hollande a même trahi la pensée d'Aimé Césaire le 10 mai dernier pour justifier son refus de la réparation. Marine Le Pen l'a d'ailleurs félicité. Je suis content de voir que Monsieur Hollande est approuvé par certaines personnes. Ce n'est pas si fréquent de nos jours. Alors une dernière chose, est-ce que vous avez d'autres plaintes que vous avez déposées dans des affaires similaires et qui ont abouti? Alors, le 10 mai dernier, nous avons effectivement porté plainte contre l'État dans l'affaire de la Caisse des dépôts et d'Haïti, car il faut savoir qu'après l'indépendance, on a rançonné l'État haïtien en lui extorquant l'équivalent de 21 milliards de dollars, chose qu'il a dû payer de 1825 à 1946. Et dans ce cas de figure, les victimes ont payé des réparations aux bourreaux, ce qui est proprement stupéfiant. Donc on verra en France quelle sera la suite donnée à cette affaire. Merci beaucoup Louis-Georges Letard d'avoir été notre invité dans ce Journal de l'Afrique sur France 24. Un mot sur ce procès. Simbi Kangwa en France, c'est ce capitaine rwandais poursuivi pour complicité de génocide. C'est le premier procès du genre dans l'Hexagone, près de 20 ans après les faits. À une semaine de la fin des audiences et des réquisitions. Aujourd'hui, un témoin a été entendu par visioconférence depuis Kigali. C'est un commerçant qui a vécu plusieurs semaines chez le capitaine Simbi Kangwa, qui a affirmé avoir vu des hommes venir chercher des armes à plusieurs reprises chez le capitaine rwandais. Et on va se quitter en musique avec un extrait musical de cet artiste congolais qui va participer lundi prochain. Ah, on me dit qu'on n'a plus le temps malheureusement de passer cet extrait, mais restez avec nous sur France 24 dans un instant. C'est la suite de Paris Direct et dans moins d'une heure, un nouveau journal de l'Afrique.